T'as déjà joué au jeu de la reine? Le but, c'est de devenir la reine. Faut être la première à atteindre le château fort. Pour rendre le jeu encore plus drôle, on met des vrais sous. 1, 2, et comme ça, celle qui gagne, elle repart avec tout. 3. Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Joséphine Darcy Hopkins, réalisatrice des Dents du Bonheur, que j'ai eu l'occasion de voir au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, très bien. Ravi d'être accueilli pour parler de tes films. Alors, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs de tes courts-métrages par le passé. Et j'avais également vu Inexorable lors du Festival de l'Étrange à Paris. Je crois même d'ailleurs que tu étais sur scène avec Benoît Poelvoorde qui était Oui. infatigable, qui avait fait une séance pas possible. Alors je voulais peut-être juste commencer déjà par discuter avec toi des raisons qui t'ont poussé à aller vers le cinéma, et particulièrement le cinéma de genre. Moi j'ai toujours été très attirée par le cinéma, même toute petite. Enfin, je me rappelle que je regardais des films en boucle, même si c'était des films pour enfants, genre La Belle au bois dormant et tout. Je pense que j'ai dû le voir au moins 200 fois, même si je pense qu'il y a plein de gens, c'est pareil pour eux aussi. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé un peu me perdre dans des films, et en même temps, vu que les films sont un peu un miroir de nous, enfin, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Et après, c'est en découvrant des films comme les films de Lynch ou les films de Lars von Trier, notamment. C'est là où je me suis dit, waouh, genre ça m'a vraiment attrapée, et j'ai mis des jours à m'en remettre à chaque fois, et c'est là que je me suis dit que moi aussi j'avais envie de raconter des histoires et de proposer un univers personnel en espérant toucher d'autres gens. Et quelle histoire, parce que d'accord, tu as commencé déjà avec Inexorable aussi en tant que scénariste, où c'était avec Fabrice Duvels, que j'avais d'ailleurs l'occasion de rencontrer également et d'interviewer. Justement, je me demandais aussi ce que c'était de scénariser un film comme Inexorable, où on est quand même aussi avec des acteurs qui sont des bêtes, hein, comme Benoît Poelvoorde qui est dans le film et qu'on connaît un petit peu inarrêtable. Dans quelle mesure le processus créatif, quand tu écris, il est impacté aussi quand tu sais que tu es avec des acteurs comme ça aussi importants? Est-ce qu'il y a une navette créative? Est-ce qu'il y a un échange avec la réalisation? Parce que par exemple, lui, on parlait juste avant en off de Scorsese et DiCaprio qui va par exemple faire des impros. Benoît Poelvoorde, elle n'est pas toujours facile, par exemple. Comment tu adaptes ton travail d'écriture? En fait, quand je suis arrivée sur le scénario de Inexorable, il y avait déjà une première version que Fabrice avait écrit avec son co-auteur de l'époque, et il l'avait écrit avant de tourner Adoration. Et du coup, moi, je suis arrivée sur ce scénario. Il y avait déjà des choses, mais Fabrice, c'était un peu, je pense aussi parce que du temps avait passé, il était un peu perplexe face à cette version qu'il avait. Il était plus content de ça. Enfin, il avait envie d'autre chose. Et il avait envie de faire un vrai un thriller érotique qui obéit au code du genre des films des années 90. Et il avait envie de plonger les spectateurs dans un film tendu, du début à la fin. Et du coup, c'était vraiment ça son envie. Et moi, mon travail en tant que co-scénariste, c'était plutôt d'apporter des choses qui me sont personnelles aussi. Je me suis vachement attachée au personnage de Gloria, mais aussi le personnage de la petite fille. Oui, qui est excellent. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, ça a surtout été ça. Et après, Fabrice, lui, il part avec un scénario, mais sur le tournage, il improvise énormément avec les acteurs. Il trouve des choses sur le tournage et il réécrit constamment au fur et à mesure. Donc en soi, le scénario, pour lui, c'était juste une base. Et quand j'ai commencé à travailler sur le scénario, je pense pas que Benoît Poelvoorde était encore confirmé sur le film. Ah d'accord, oui, c'est pas... Ils avaient déjà travaillé ensemble sur Adoration, et leur rencontre avait été un peu électrique sur ce film-là. Mais du coup, il y avait un peu des tensions, mais Fabrice s'est rendu compte qu'en fait, que Benoît Poelvoorde, c'était ça faisait des années qu'il l'admirait énormément, et du coup, il avait très envie de retenter l'expérience. Et un rôle comme ça pour Poelvoorde, c'était un peu un contre-emploi aussi, donc c'était super intéressant. Mais voilà, je sais qu'il adorait travailler avec Benoît Poelvoorde sur Inexorable, et je pense que c'était réciproque et qu'il s'aime beaucoup. Et Fabrice cherchait beaucoup l'animalité de chaque personnage. Et Poelvoorde, il a vraiment ce truc d'être un peu tout et son contraire, donc d'être à la fois quelqu'un de drôle et plein d'énergie, mais en même temps d'être quelqu'un
de très sombre et de très profond. Et je pense que ça a intéressé Fabrice d'explorer ça. Voilà. Oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, Benoît Poelvoorde, j'ai souvent qu'il est... Toi, tu dis qu'il est à contre-emploi, mais moi, je trouve ça presque dommage qu'il soit trop dans des comédies. Hein, c'est-à-dire, je trouve que ça lui va tellement bien, en fait, les drames. Et dans ce film, il est remarquable, quoi. Enfin, vraiment, la relation qu'il a avec Nagaya Bellucci dans le film est très bien retranscrite, et puis il y a vraiment une atmosphère qui est pesante. Alors, c'est intéressant parce que tu parles aussi, justement, de La Petite, du film d'Inexorable. Et dans tes films, donc tes courts-métrages, Nuages, Le jour où maman est devenue un monstre, et également Les Dents du Bonheur, il y a une forte présence des enfants, et je voulais aussi savoir ce qu'il en était. Donc là, tu étais aussi réalisatrice, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il en est de travailler avec des enfants sur un tournage? Comment on travaille avec eux? Le plus important, je pense que c'est le casting. Du coup, pour Les Dents du Bonheur, par exemple, il y avait 4 petites filles dans le film, plus 4 doublures. Ouais. Et pour trouver les 4 petites filles qui jouent dans le film, ça a été des mois et des mois de casting. Parce que avec les enfants, c'est pas vraiment possible de tricher. Soit ils sont excellents, soit ça marche pas. Et du coup, surtout pour trouver le personnage principal, celle qui joue Madeleine, Lou Deleuze, elle avait un rôle super dur parce que c'est la plus jeune. On a tourné, elle avait 8 ans au moment du tournage. Et il fallait qu'elle joue un personnage complexe quand même, qui passe d'une petite fille un peu timide et renfermée et tout, à une sorte de guerrière qui va tout faire pour gagner ce jeu. Et aussi, le personnage de Eugénie, celle qui joue la méchante de la maison, elle, c'était très complexe aussi, puisque vu que c'est la peste, mais c'est une grande bourgeoise, et donc il fallait qu'elle soit en même temps super accueillante, très douce, très gentille, très polie, mais en même temps complètement perverse et glaciale et manipulatrice. Donc ça, c'était des rôles assez compliqués. Mais non, j'avais pas vraiment d'option B, quoi. Donc l'idée, c'était il fallait absolument trouver des bonnes actrices, et aussi qu'il y ait la maturité nécessaire pour comprendre que c'était pas vrai. Parce que ça m'est arrivé quelquefois un casting parce que pour moi c'était important d'avoir une transparence totale avec les enfants et leurs parents, parce que l'idée c'était pas de traumatiser des enfants ni quoi que ce soit. Il fallait que ce soit drôle, amusant, que ce soit un jeu, qu'elles prennent du plaisir à faire ça, et qu'elles sachent que c'est de la fiction et pas de la réalité. Sauf qu'à 8 ans, des fois il y a des écarts de maturité entre les enfants assez importants. Et du coup, ça m'est arrivé de raconter du coup l'histoire avant de faire une scène en casting. Et ça m'est arrivé d'avoir une petite qui fond en larmes parce qu'elle est en mode je veux pas m'arracher les dents, et je suis en mode c'est... Oui, c'est pas pour toi. Oui. Non, c'était pas vrai, mais clairement, ça va pas le faire. J'ai pas d'amis. Tu as traumatisé une petite en casting, c'est une anecdote intéressante. J'espère qu'elle est pas traumatisée, mais mais voilà, alors que Lou, qui joue Madeleine, tout de suite, elle était morte de rire en lisant le scénario, elle trouvait ça super drôle. Et en plus, elle avait l'habitude de faire des mini-tournages, parce qu'elle a souvent fait avec sa maman des petits films faits maison, où elle s'amusait à faire des films d'horreur. Ils avaient même déjà fait un petit film maison où sa mère jouait le dentiste fou. Du coup, elle, ça l'éclatait de ouf. Elle était habituée, ouais. Parce que ce thème-là, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger des fois avec certains réalisateurs. Il y avait Eskil Vogt qui avait fait The Innocent. Super ce film. Qui est incroyable, il est vraiment glaçant du début à la fin. Et il m'expliquait que, moi, je lui avais aussi demandé, travailler avec les enfants, là, comment tu fais? Parce que sur un film comme ça, la scène avec c'est forcément évident. Oh mon Dieu, oui. Il faut que les enfants captent que c'est un jeu et que c'est pas vrai. C'est ça. Pas que ça leur donne des idées pour le futur. Oui. Alors, il y a également quelque chose d'intéressant avec ces enfants, puisque d'un côté, il y a les enfants dans tes courts-métrages que tu as réalisés, et d'un côté, il y a les parents, qui sont souvent assez, entre guillemets, défaillants, ou en tout cas, c'est les enfants qui vont s'occuper d'eux. Est-ce que tu peux me parler de ce thème, finalement, d'enfants qui deviennent très responsables, ou en tout cas qui sont confrontés à des situations qui sont peut-être pas celles qu'on a à l'âge-là? Est-ce que c'est un thème qui te tient à cœur? Parce que ça traverse quand même, je trouve, 3 de tes courts-métrages. Ouais, au début, j'ai pas fait exprès, mais c'est à force de faire des courts-métrages que je me suis rendu compte que c'était un truc qui revenait à chaque fois. Et je pense que c'est tout simplement parce que je m'inspire de choses personnelles. Les histoires que je raconte, ça part toujours soit d'un souvenir ou d'un regret ou d'un truc comme ça, ou d'un truc que j'ai envie de réparer, comme dans Le jour où maman est devenue un monstre. Et du coup, non, ça part de là. Donc je pense que le truc de la mère qui va pas bien,
c'est forcément des trucs qui m'ont touchée dans ma vie et en fait ça revient sans même le vouloir. Et après non, les enfants, ouais, comme personnages un peu adultes à responsabilité et tout, je pense que c'est aussi parce que je sais pas, j'aime bien écrire des personnages d'enfants comme si c'était des adultes un petit peu. Parce qu'il y a rien qui m'énerve plus que les personnages d'enfants dans les films qui sont complètement débiles. Tu vois les enfants au départ, justement. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans le film, ils sont pas... Enfin, je veux les enfants, c'est une façon de parler, mais pareil, j'aime pas quand on a des enfants un peu débiles, infantilisés. C'est pas du tout le cas dans tes films. Mais je trouve pas que les enfants soient débiles en plus, donc le côté gna 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 gna, genre comme ça. Enfin, je trouve que c'est une sorte d'idée reçue des enfants, mais c'est pas vrai. Et que les enfants sont... Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont leur propre logique. Enfin, du coup, ils vont être très premier degré sur des trucs, mais ils vont avoir des raisonnements super poétiques et des fois un peu absurdes, mais en même temps, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais ils ont une logique radicale. Radicale au sens revenir à la base. Hein, c'est-à-dire, par exemple, dans Les Dents du Bonheur, que vous pouvez voir sur Arte, d'ailleurs, qui est visionnable actuellement, la petite, elle se prend au jeu. Et elle s'arrête pas, parce que c'est le principe du jeu. On t'apprend à jouer petit, puis on t'apprend à gagner aussi, d'une certaine manière. Ça donne des situations où, très probablement, des adultes n'iraient peut-être pas jusque-là. Oui, c'est ça. L'idée avec Les Dents du Bonheur, c'était de créer un effet miroir entre ce qui se passe dans le sous-sol entre les enfants et ce qui se passe à l'étage entre les adultes. Et en fait, c'est juste que, comme tu dis, les enfants, ils n'ont pas encore intégré les codes sociaux de bienséance et tout. Ils sont beaucoup plus premier degré, beaucoup plus noirs et blancs. Et là où les adultes, ça va être la même violence, mais plus subtile au final. Parce qu'ils sont déjà dans une forme d'aliénation plus avancée, ils ont déjà intégré ces choses-là. Là où Madeleine, dans le film, elle n'a pas encore conscience de ce qui la différencie des autres petites filles. Et en fait, c'est au fur et à mesure du film qu'elle va comprendre cette injustice et que du coup, elle a cette rage de se battre contre, parce que contrairement aux autres, elle joue sa vie en une partie, alors que les autres petites filles, elles peuvent recommencer le lendemain si elles veulent. Enfin, le jeu, elles l'ont à la maison. Et le grand tir, oui. C'est ça, et de l'argent poche. Et puis, il y a le côté aussi, les enfants, par définition, ils ne sont pas encore civilisés. En réalité, ils n'ont pas encore eu le temps d'être civilisés. Et elle, en fait, elle fait un peu sa première expérience de l'une des classes, en fait, en réalité. Ouais. Et il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant dans tes films, c'est qu'il y a toujours, entre guillemets, un côté heureux, quand même. C'est pas... comme je disais, il y a un côté poétique et cynique en même temps, mais il y a toujours cette trace d'espoir qu'on retrouve aussi dans la musique et qui tranche par rapport aux situations vécues, quelles que soient les situations, dans Les jours où maman est devenue un monstre, dans Nuages, dans Les Dents du Bonheur, il y a toujours quand même cette note d'espoir. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu tiens dans tes films pour le moment, en tout cas? Oui, je pense. Je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que ça m'intéresserait pas trop de faire quelque chose de 100% cynique, parce que je pense que c'est un peu facile de poser un regard jugeant sur les gens et de dire ce que vous faites c'est de la merde, vous êtes ridicule, parce que je pense que c'est toujours plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des belles choses, même dans les personnages qui font de la merde, il y a aussi des belles choses. De ce qui les rend attachants aussi, ouais. Ouais, ça. Après, dans le personnage de Jenny, je sais pas s'il y a vraiment des belles choses. Après, moi, je me racontais que peut-être que sa mère l'a laissée un peu toute seule dans sa salle de jeu, et que la violence qu'elle sort même sur Madeleine ou même sur le personnage de l'employée de maison, Olivia, au final, elle reproduit juste ce qu'elle a vu sa mère faire. Exactement, ce qu'elle retrouve en miroir, en fait, à l'étage. C'est l'idée de la reproduction sociale un peu... Ouais. Non, c'est vrai, il y a vraiment ça qui transparaît. Et pour autant, ça reste aussi une gamine. Tu le montres quand même dans les scènes de karaoké ou les scènes où elle danse. C'est le moment où, là, finalement, c'est juste une gamine. C'est peut-être le seul moment où elle est un peu humaine, quand même. Ouais. Dans le film. Et tu as également travaillé avec des adolescents, des adolescentes aussi, et où il y a aussi cette ambiguïté des relations qu'on va retrouver, tout particulièrement dans Nuages. J'ai beaucoup aimé aussi. Et là, c'est marrant parce qu'en miroir, il y a deux personnages avec une qui est plus réservée et une qui est plus libérée. Et on est dans un environnement post-apocalyptique ou pré-apocalyptique, on ne sait pas trop d'ailleurs. C'est un petit peu... il y a un nuage qui est censé arriver. Et quand j'ai vu ce film, je trouvais ça très chouette parce qu'il y avait comme un élan enthousiaste au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire l'enthousiasme, c'est quand on est possédé en fait au départ. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un élan de vie dans ces films
Et est-ce que c'est pas aussi ça qui est intéressant avec les situations post-apocalyptiques, un peu de recouvrer une forme de liberté, puis moi je disais en rigolant de dire un peu merde au monde, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a l'idée de la vie continue. Et vu que là, le sujet du film, c'était le deuil, j'ai longtemps cherché avec mon co-auteur une manière d'incarner physiquement ce sujet-là. Et en fait, c'est le nuage de cendres qui est arrivé. En gros, c'était un mélange entre du coup, forcément, les crémations, où on devient des cendres aussi. Enfin, tous ces trucs un peu de l'Ancien Testament, en gros, genre, de la poussière, tu retourneras à la poussière et tout ça. Et l'idée, je pense que l'idée de ce genre de film un peu pré-apo, je trouve que c'était assez juste pour aborder ce sujet-là de qu'est-ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est comme un espèce de truc qui détruit tout et qui passe comme un espèce de nuage de cendres qui va tout dégommer sur son passage. Mais au final, ces deux filles vont s'entraider parce qu'il y avait l'idée de faire 2 deuils et en décalé. Donc il y en a une qui vient de perdre son père et l'autre qui fait tout pour essayer de garder sa mère en vie en se persuadant que c'est à cause de ce nuage qu'elle va mourir. Alors qu'en vrai, elle se bat contre un truc qu'elle peut pas changer. Qui est inarrêtable. Hein. Et du coup, les deux vivent... Enfin, vu que c'est 2 personnages féminins qui ont vécu un peu une expérience douloureuse similaire, en fait, elles peuvent s'entraider aussi et continuer ensemble. Voilà. Oui, il y a une solidarité, mais c'est chouette parce que je trouve qu'il y a vraiment cet élan, même quand il y a la scène du bar, puis qu'elle regarde à travers la vitre, puis qu'après elle va se croiser, puis il y a une forme de désir de partager un peu la même chose, parce qu'elle envoie tout voler, l'autre gamine. Enfin, je veux dire, elle est en colère, quoi. C'est ça, elle a une colère à l'intérieur qui transparaît complètement. Je pense que l'autre, elle est plus comme une espèce de fantôme, alors que le personnage de Capucine, elle est en colère. Et du coup, le personnage d'Eugénie admire forcément Capucine pour sa force, mais en même temps, elle va se rendre compte qu'elle a une fragilité aussi, mais sa réponse à cette fragilité, c'est la colère. Ouais, puis il y a une sorte de vase communicant entre les deux. C'est-à-dire, je vais reprendre une image qui est dans... Je triche un peu parce que j'ai vu Le Ravissement hier, et dans le film, il y a 2 personnages féminins qui ont un lien très très proche, elles sont vraiment amies. Mais il y a un lien supplémentaire, et l'une des personnages qui est profondément mélancolique, on va dire, et qu'elle a un peu ruiné par la vie, toutes les situations qu'elle va avoir sont pas très chouettes. Et elle dit, c'est comme si elle était reliée à un tuyau invisible, à l'autre personnage, et que quand il y en a un qui est heureux, l'autre elle est malheureuse, etc. Et dans ces 2 personnages, je trouve qu'il y a comme ce lien de se dire qu'elle a envie de me prendre une partie de l'énergie et de la colère de l'autre pour être libre aussi, d'une certaine manière. Je trouve que c'est pas mal aussi dans le film. Je me demandais aussi quelles étaient un petit peu tes influences, peut-être de manière plus générale, sur le cinéma, mais également ça peut être la littérature, ça peut être les arts, ça peut être le jeu vidéo. Qu'est-ce qui est source d'inspiration pour toi dans ton travail ? Ce qui m'inspire le plus, c'est plutôt le cinéma et la musique. Au niveau du cinéma, les films que je regarde en boucle, notamment avant de tourner Les Dents du Bonheur ou quoi, c'est des films qui m'inspirent beaucoup, c'est surtout les films de Lars von Trier, les films de Lynch et les films de Kubrick, et aussi Yorgos Lanthimos que j'adore, et j'ai trop hâte de voir son nouveau film du coup, et je l'ai pas encore vu. Pas non plus. On est en festival, oui. Ouais, et niveau musique, en fait, quand je suis en écriture d'un scénario, j'écoute énormément de musique, et du coup je fais des playlists de musique qui m'inspirent pour le film, et je pense que c'est pour ça aussi que la musique a une part importante dans les courts-métrages, c'est parce que justement je fais ces playlists-là, et c'est souvent ça qui m'inspire des images ou des scènes, des trucs comme ça. Et en ce moment je suis en écriture sur un premier long-métrage, et du coup j'ai une playlist énorme que j'ai commencé il y a 3 ans, et je l'écoute tous les jours. C'est un peu bizarre, c'est un peu obsessionnel parce que c'est les mêmes musiques tous les jours, sans arrêt. Donc tu te mets peut-être dans un process d'écriture aussi. Ça te met aussi dans un process d'écriture, peut-être? Oui, ça me replonge à chaque fois dans l'univers. Parce que, je sais pas, le matin, par exemple, avant d'aller écrire, j'ai tendance à toujours remettre la même playlist. Et du coup, je sais pas maintenant si ces musiques-là sont associées au film, mais du coup, je replonge un peu dans le film. Et ça m'aide à je sais pas, parce que je pense que la musique change tellement de choses. De regarder un film sans musique et de regarder le même film avec de la musique, ça serait pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Comme les films de Lanthimos, notamment La mise à mort de Cerf Sacré, pendant tout le film, il y a une espèce de
de nappe super étrange qui rend tout le film hyper inquiétant, hyper hypnotique. Si t'enlèves cette nappe-là, c'est pour tout la même chose. Donc, je me dis, en lisant le scénario, vu que t'as pas la musique, forcément, il y a plein de trucs où tu te dis, ouais, non, cette scène ne sert à rien et tout. Alors que si t'as une sorte de nappe bizarre dessus, bah, tout de suite, ça pose une ambiance, ça crée un univers. Puis il y a l'irruption de la musique aussi, qui est très importante. Effectivement, quand tu as des silences, et puis d'un coup, pouf, il y a la musique qui va apparaître. Et notamment même sur les fins de film ou au générique, où je trouve que c'est assez puissant. J'ai adoré la fin de Le jour où maman est devenue un monstre. Vraiment la musique qui retentit, qui tranche complètement en fait avec le reste. Mais ça, j'adore créer des décalages avec des musiques un peu kitsch dans des univers sombres. C'est ce que j'adore chez Lynch, par exemple, qui fait ça beaucoup. Une sorte de scène où c'est un personnage qui va se mettre à chanter alors que c'est hyper bizarre. Ouais. Ça, j'adore. Oui, non, c'est clair. Je me demandais également ce que c'était, donc là tu vas aller vers un long métrage, donc ça sera ton premier long métrage en tant que réalisatrice. Ouais. Tu l'as vu, donc, je sais pas. J'espère, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes du coup sur ce film, ou est-ce que c'est... Mais c'est encore avec des enfants, sauf que cette fois c'est 2 sœurs. Ok. Et voilà, je vais pas trop pitcher le film, parce que c'est un peu tôt encore, je préfère pas trop en dire. Mais en gros, oui, c'est un film d'horreur. Je pense que ça va plus loin que Les Dents du Bonheur. Et aussi un peu fantastique, là où Les Dents du Bonheur, ça n'était pas vraiment. Voilà. Dans le registre plus fantastique, alors. Plus horreur. Ouais, je pense plus que ça va être un peu plus... Je pense que ça va être plus sombre. Mais avec un peu de fantastique. Ouais. On a quelques pistes alors. Je me demandais également, là, juste comme ça, pour parler cinéma, parce que tu vas vers l'horreur. Quels films d'horreur t'ont bien marqué ces dernières années? Moi, je pensais il y en a un tout particulièrement qui m'a marqué, puis il est passé complètement inaperçu, malheureusement. Il s'appelait Speak No Evil. Je sais pas si tu l'as vu. Ah si, je l'ai vu. Ne dis rien. Moi, j'avais trouvé ça. J'ai pas trop aimé. T'as pas aimé celui-là? Moi, j'avais trouvé qu'il était... je trouvais que c'était vraiment très... Pour moi, c'était du Heineke tout craché, mais je trouvais que ça allait carrément plus loin. Mais tu l'avais pas aimé celui-là? Les choses que tu veux dire par rapport à Heineke, je n'ai pas forcément fait le rapprochement en regardant le film. Non, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu... Mais du coup, je comprends le lien avec Heineke, mais un peu genre violence gratuite, un peu étrange, mais pas vraiment... Enfin, le côté être dans une maison avec des personnages bizarres et tout, je pense que ça a été mieux fait ailleurs. Et là, je sais pas, il y avait un côté un peu... Celui-ci t'a pas marqué? Alors, parce que moi, j'aimais bien le côté... le décalage, c'est-à-dire souvent dans les home invasion, c'est les gens qui viennent chez toi et c'est ton intimité qui va se faire un peu renverser parce qu'ils vont prendre de plus en plus d'espace. Mais là, j'aimais bien l'inverse, en fait. Le fait que ce soit les gens qui viennent chez quelqu'un et qui soient otages, entre guillemets, de leur bienséance. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est les règles sociales, etc., qui font... Après, je peux comprendre qu'ils ne plaisent pas, notamment sur la violence. Ça dure pas longtemps, mais c'est vrai que c'est quand même particulièrement traumatisant. Le dernier film, je sais pas si c'est vraiment un film d'horreur, mais qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, c'est Bruno Redal. Ah, je l'ai raté à l'Étrange Festival, il avait l'air dingue. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un grand film. En plus, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Je suis allée voir à l'Étrange. Et waouh, je suis sortie de là vraiment impressionnée. Je me dis, c'est fou d'avoir fait un film comme ça. Genre, faut vraiment que tu le vois, du coup. Ah, je vais essayer de le rattraper parce que celui-ci, il avait l'air d'être vraiment, vraiment excellent. Et après, dans le côté vraiment film d'horreur plus commercial et tout, Talk to Me, enfin La Main, je sais pas si tu l'as vu. On l'a critiqué sur Mag, mais moi j'étais en voyage, alors j'ai pas eu le temps de le regarder encore, mais apparemment c'est dingue, je l'ai vu au cinéma et quelque chose. Enfin, je trouve que les Australiens sont très forts pour les films d'horreur. Et là... C'est vrai que les Australiens, ils avaient fait, c'était pas Mama, comment ça s'appelait, Babadook aussi, ouais, ça. Qui était chouette aussi, j'avais aimé. Mais là, ce film-là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça au cinéma, enfin, vraiment peur en mode premier degré, terrifié quoi. Oui. Trop cool. Et non, sinon, au niveau cinéma fantastique, j'ai beaucoup aimé Le Règne animal, que j'ai trouvé très beau. Pareil, il faut que je le voie. Là aussi critiqué, apparemment, c'est top, mais... Ouais, c'est très beau, c'est très bien. C'est en salle maintenant, ouais. C'est vrai parce que le cinéma fantastique, j'ai l'impression que... Moi, je trouve ça chouette parce que le cinéma de genre, il est un peu plus décomplexé maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, avant, je discute souvent en interview aussi, mais c'était un peu un truc de geek, c'était un peu un truc à part, c'était des fois mésestimé, etc. Et je trouve que ça a l'avantage, je sais pas ce que tu en penseras, de retranscrire vraiment une époque aussi, une société sur les malaises en fait d'une époque. Et je trouve qu'il le fait très bien. Apparemment, Le Règne animal, on peut faire pas mal de parallèles avec notre quotidien également. Ouais,
Bah, surtout, ça fait du bien de voir un film fantastique français, mais avec un budget aussi gros, aussi ambitieux, et que ce soit hyper bien fait. Enfin, le film est tellement bien réalisé, tellement bien tenu du début à la fin. C'est drôle, c'est émouvant. Les gens applaudissent à la fin de la séance. Ah ouais. Dingue. Ah, ça c'est chouette. Non, c'est cool. Ah, j'ai l'impression qu'il a eu un bon succès. Ouais. Surtout que c'est aussi un autre problème dont je discute souvent. Il y a quand même pas mal de films que nous on a l'occasion de voir en festival et qui ne trouvent pas forcément de débouchés en salle et qui restent cantonnés à des plateformes, etc. Et ça, c'est un peu un problème contemporain. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit qu'ils peuvent avoir un public. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'il marche bien aussi en termes de sortie. Oui, il marche bien. Bah, j'ai l'impression que c'est le bouche à oreille qui marche super bien sur le film. Et ouais, enfin, je crois que les entrées baissent pas vraiment de semaine en semaine, limite le contraire. Et non, c'est trop cool. Parce que c'est un vrai film familial. Enfin, genre, je pense que si t'as des enfants de 10 ans, tu peux les emmener voir le film. Et peut-être que quand ils auront, je sais pas, 30 ans, ils se rappelleront de ce film comme un film culte. Ouais. Ils ont vu gamin. Enfin, j'espère, je pense. J'avais beaucoup aimé aussi Tropique et nos cérémonies qui étaient sorties ces dernières années. Je sais pas si t'as vu le cinéma français aussi. Ça vaut le détour. Sur deux fratries également, mais qui est original. Ok. Eh ben merci en tout cas. Merci à toi. Mais de rien. Et puis du coup, je suis très intrigué par ton prochain long métrage. J'ai hâte de le voir. Est-ce que touche du bois. Touche du bois. Tu as une fenêtre de tir, peut-être que tu vises ou c'est trop tôt? C'est trop tôt et je pense que tout dépendra de si on arrive à financer le film ou pas. Parce que si ça se finance facilement, du coup, on peut imaginer un tournage, pas l'été prochain, mais celui d'après. Ok. Après, ça peut prendre beaucoup plus de temps, je ne sais rien, ou ça se trouve, personne n'en voudra et ça sera mort, j'en sais rien du tout. Donc, c'est la magie de la production aussi. Ça. Mais bon, rappelons quand même que tu as été primé au Festival Fantastique de Strasbourg. J'imagine que ça devrait quand même pas mal aider. J'espère. On croise les doigts. Eh ben, merci pour tout. Merci à toi. Oui, et puis à bientôt sur un prochain festival. À bientôt. J'espère.